18h à Paris, bonjour, bienvenue sur France 24 et on prend tout de suite la direction de Nice où les chœurs des enfants et la chorale de l'Opéra de Nice sont en train de chanter l'hymne local Nissa la Bella à l'occasion du 14 juillet, bien sûr de la commémoration de l'attentat qui a eu lieu le même jour, les jours des festivités nationales l'année dernière à Nice sur la promenade des Anglais. Ainsi que son épouse Brigitte qui ont fait le déplacement depuis Paris où ils se trouvaient ce matin pour le défilé militaire qui ont assisté à ce chant local de Nissa la Bella aux compagnies de Christian Estrosi et son épouse, le maire de Nice. C'est à présent les maires de deux villes jumelées victimes d'attentats terroristes qui prennent la parole. Monsieur le président de la République, Monsieur le maire de Nice, Mesdames, Messieurs, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons coutume de dire que le pied ne va pas là où le cœur n'est pas. En ce jour du 14 juillet 2017, le gouverneur Robert Begré-Mambé et le conseil du district autonome d'Abidjan, la population entière d'Abidjan se souviennent de cette folie meurtrière, cette tragédie qui a endeuillé toute la population niçoise, que dis-je, toute la France, et dont l'écho a retenti tristement dans le monde entier. Notre présence ici est pour exprimer notre compassion à toutes les familles des victimes de ce jour tragique, qui sont restées dignes dans l'épreuve et n'ont pas cédé au découragement. Nous sommes aussi présents pour témoigner de notre proximité aux populations de la ville de Nice et à son maire, M. Christian Estrosi. Comme nous avons été meurtris par cette barbarie, c'est aussi l'occasion de saluer le courage du peuple français qui n'a pas cédé à la peur face au lâche attentat terroriste qui a coûté la vie à 86 personnes et fait plusieurs blessés à Nice. Monsieur le maire de Nice, population de Nice, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous, nous sommes ensemble. Par notre foi en la vérité, par notre volonté d'aller de l'avant, par notre union, nous vaincrons. Le président Alassane Ouattara et toute la population ivoirienne reste solidaire du peuple français dans sa lutte contre le terrorisme sur son sol, en Afrique et partout dans le monde. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, Monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, Mesdames et Messieurs les élus de France et du monde, chers amis, chers Niçois, au nom des Tunisiens, des Soussiens, je vous remercie de m'avoir invité à cette cérémonie. Je veux saluer toutes les personnes ici présentes aujourd'hui et celles qui nous regardent via les médias, dont certains probablement ont perdu les proches dans des attentats terroristes. Mes pensées vont à eux et aux victimes à l'attente du 14 juillet à Nice, à leurs familles et à leurs proches. À Sousse et en Tunisie, nous avons été très affectés à l'annonce de ce terrible drame. Je souhaite, dans cette cérémonie, rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Une pensée particulière aux victimes de l'attentat survenu le 26 juin 2015 à Sousse, ayant fait 39 morts et plusieurs blessés, et aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. En Tunisie et à Sousse, nous sommes déterminés à combattre ce fléau qui frappe aveuglément, sans distinction religieuse ou géographique. Le terrorisme n'a ni religion, ni frontières. Il vise
à diviser nos sociétés pour les rendre faibles et pour dissoudre les valeurs du vivre ensemble, chères aux Français et aux autres citoyens du monde. À cette occasion, je ne peux penser qu'à une seule chose, c'est prouver à nos ennemis que nous sommes forts et unis. Nous sommes des pays épris de la paix et notre combat est continu. Aujourd'hui, je suis optimiste, car grâce à notre union, nous aurons la force pour éradiquer l'extrémisme et la violence. Et nous sommes à Nice pour dénoncer le terrorisme et afficher une solidarité commune. Le 17 juillet prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, je vous invite à Sousse pour assister au concert hommage aux victimes du terrorisme, co-organisé avec la ville de Nice. La cérémonie du 14 juillet à Nice et celle du 17 juillet à Sousse expriment la volonté partagée de nos peuples de construire un avenir meilleur où les maîtres mots sont la paix, la tolérance et l'amitié. Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire de Nice, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Qui dirige des villes touchées elles aussi par le terrorisme. Terrorisme à Sousse, également dans la station balnéaire ivoirienne. Ça évoque forcément ce terrorisme qui frappe sans distinction de religion ou de frontières qu'évoquait à l'instant Adel Chleoui, qui est le gouverneur de Sousse, avec ces questions sur le terrorisme qui émarge et sème à travers le monde. Sébastien Boussois, bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques associé à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste du Moyen-Orient. On est 1 an après l'attaque de Nice et on a quand même pas mal d'inconnus encore à ce jour. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat, mais il n'y a eu aucun message d'allégeance par le terroriste qui conduisait le camion. Est-ce que ça veut dire que c'est une revendication opportuniste? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé ce qui se passait? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Juillet 2016. Le résultat de l'enquête aujourd'hui nous montre bien qu'il n'y a rien de clair. C'est-à-dire que nous avons une série d'enquêtes, d'ailleurs pour toute une série d'attentats, pour lesquels évidemment on a toujours un problème pour remonter l'ensemble de la filière. La vraie grande question du loup solitaire, la vraie grande question des filières aujourd'hui est toujours entière. Et c'est le cas effectivement avec la Wesh et avec l'attentat de Nice. Merci beaucoup. On va écouter Michel Laporte à l'instant, Larocque, qui s'exprime. Je sais où cela se trouve. J'y suis allée un jour ou l'autre. J'en connais le détail, le petit rien qui fait que c'est cela et rien d'autre. La prom, comme on l'appelle à Nice avec affectation et affection, c'est la plage. Les filles qui déambulent 2 par 2 en mini-short, les garçons en espadrille, les pédalos, les buvettes avec leur table de ping-pong en sous-sol. Quand j'avais 17 ans, on y allait, mais comme ça, sans plus, sans y croire vraiment, pour jouer aux touristes. La prom avait une histoire pourtant, celle de ces fameux Anglais qui, au milieu du 19e siècle, avaient été émus par la misère des Niçois et avaient voulu leur venir en aide en échangeant chaque jour un panier de pain contre un panier de cailloux. Un miracle à l'anglaise, afin de ne pas ajouter à la charité l'humiliation. Les cailloux, ils avaient servi à la construction d'un chemin le long de la mer, la promenade des Anglais. La prom, quand j'ai commencé à y aller, n'était plus fréquentée par les remarquables excentriques et par peu de millionnaires. Elle était plutôt le rendez-vous des retraites confortables qui se chauffaient au reflet du soleil sur les balcons des immeubles modernes en attendant la bataille de fleurs ou le défilé de carnaval.
Certains jours, c'était la promenade des Anglais. Non. Certains jours, c'était la promenade des tempêtes. La mer démontée jetait des pierres sur les vitrines des cafés et sur la façade du palais de la Méditerranée. Certains soirs d'été, un dissident nommé Fontan dissertait sur les nouvelles limites du monde selon les langues et dessinait sur une carte du monde. Tout cela est ancien, mais c'est resté pour moi l'identité de cette partie de la ville, entre exotisme et naïveté, adolescence insolente et maturité résignée. Ce qui arrive à Nice, ce crime monstrueux, indescriptible qui a frappé ce lieu et qui a tué tant de promeneurs innocents, de familles avec leurs enfants, un jour de fête, me touche doublement. Parce que j'y suis souvent allé, autrefois, portant mes filles sur mes épaules, pour qu'elles puissent voir le feu d'artifice sans être bousculées par la foule. Et aussi, et surtout, parce qu'en tuant ces innocents, l'assassin a détruit, a sabré et meurtri ce qui nous attache, la vie. La vie. La vie. Et non pas la pavane de luxe et de vanité, telle qu'un esprit confus peut l'imaginer, non, mais la vie ordinaire, avec ses menus plaisirs, ses fêtes patronales, ses historiettes amoureuses sur la plage de Galets, ses jeux d'enfants au cri strident, ses baladeurs à roller ou ces petits vieux somnolents sur leurs chaises longues, ces autostoppeuses ébouriffées, ces photographes de coucher de soleil. La tragédie entre ici, aveuglément. Elle broie les corps et les rêves. Elle tue les enfants qui ont encore dans les yeux les gerbes d'étincelles du bouquet final dans les nuages roses. Que soit maudit l'assassin qui a ouvert cette blessure dans cette ville. Qu'a-t-il pensé? Qu'a-t-il voulu au moment où son camion s'est lancé dans la foule, à broyer le corps des enfants dans les bras de leurs parents? Qu'a-t-il entendu dans leurs cris avant le silence de la faim? Que périsse le monde puisqu'il ne voulait plus y vivre. C'est ce qu'il a voulu. C'est ce que nous devons refuser. Cela sera difficile, peut-être impossible, peut-être. Comment pouvons-nous écarter le voile du néant pour tenter de retrouver la vie? Comment refermer les bords de cette plaie? La mémoire des innocents fauchés sur la prom, ce soir du 14 juillet 2016, nous aidera peut-être. Alors, pour y croire, nous devrons imaginer comme les Japonais, leur âme flottant pour toujours dans le ciel, au-dessus de la mer comme un vol de merveilleux papillons. Voilà pour la lecture de ce texte écrit par Jean-Marie Gustave Leclésio, un prix Nobel de littérature français, lu par des artistes sur cette promenade des Anglais endeuillés il y a un an. On a senti des voix extrêmement émues. Emmanuel Macron, son épouse Brigitte, ainsi que Christian Estrosi, le maire de Nice, et son épouse sont présents, ainsi qu'un certain nombre d'officiels de l'État. On a vu Gérard Larcher parmi les proches, Christophe Castaner également parmi les membres du gouvernement. À l'arrière, on a vu également François Hollande et Nicolas Sarkozy présents également pour ces commémorations. Il y a un an, le 14 juillet 2016, 30 000 personnes rassemblées sur la promenade des Anglais assistaient au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Un camion fou conduit par Mohamed Lawesh Boulel s'est jeté sur la foule, a renversé des dizaines de personnes. 86 ont été tuées, 450 ont été
blessés. On voit sur cette promenade des Anglais la foule recueillie avec ce monument qui a été dévoilé il y a quelques secondes, un geste d'hommage avec les noms, les âges, les nationalités des victimes qui vont être lus, ainsi que des photos qui vont être affichées à présent devant la foule réunie. Salma Al-Rodor, 18 ans. Silan Aïdine, 19 ans. Mikhailo Basilevski, 22 ans. Léa Mignasabal, 69 ans. Myriam Belazouz, 29 ans. Alina Bogdanova, 27 ans. David Bonnet, 44 ans. Joseph Borja, 6 ans. Remedios Borja, 24 ans. Laura Borla, 13 ans et demi. Adib Bousfia, 50 ans. Céline Bousfia, née Ménan, 46 ans. Aldia Bouifan, épouse Bouzaouit. Jocelyne Caléo, 69 ans. Odile Caléo, 44 ans. Ces anonymes qui défilent avec des petits morceaux de pancartes qui vont constituer un grand ensemble avec les noms des 86 personnes tuées sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. On va retrouver d'ailleurs juste à côté de la place Masséna où se passe cette cérémonie notre envoyé spécial Sylvain Rousseau. Bonjour. Sylvain, est-ce qu'il y a beaucoup de monde pour cette cérémonie d'hommage ? 92 ans. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde pour cette cérémonie d'hommage. Il y a beaucoup de monde à Nice également, dans toute la ville. Il faut dire aussi que c'est les vacances, forcément. Il y a beaucoup de touristes sur la promenade des Anglais. Nous avons pu marcher beaucoup sur la promenade des Anglais aujourd'hui. Et par contre, ce qui nous a frappé, c'est que ce n'est pas du tout l'atmosphère habituelle d'une journée d'été à Nice. L'atmosphère, on a l'impression qu'une chape de plomb s'est abattue sur la ville. La promenade des Anglais est extrêmement silencieuse. Les gens parlent peu ou alors parlent presque à voix basse. On a l'impression qu'ils ont peur de déranger et seul en fait nous parvenait le bruit des vagues et le bruit des enfants qui s'amusaient sur la plage pour apporter un petit peu de vie dans une ville qui est toujours meurtrie. Et un peu partout sur la promenade des Anglais on a vu fleurir des hommages spontanés, des graffitis, beaucoup de gens qui sont venus poser des roses blanches ou encore ce cœur avec le nom des victimes devenu symbole de cet hommage aux victimes de l'attentat de l'année dernière. Ces personnes qui sont présentes, ce sont des Niçois, ce sont des personnes qui sont venues d'ailleurs en France, de l'étranger. Christinelle Coman.
Alors il y a évidemment beaucoup de Niçois, il y a aussi beaucoup de touristes qui sont là pour les vacances, ils ne sont pas forcément venus rendre hommage, mais ils profitent de ce moment, de cette journée pour venir rendre hommage aux victimes. Petit exemple, derrière moi, c'est l'entrée de l'hommage participatif organisé par la mairie de Nice. Il y avait 12 000 plaques bleues, blanches et rouges destinées à être posées sur le sol pour dévoiler un message de 170 mètres de long, message qui sera dévoilé ce soir à 20h. Et bien depuis 2 heures, il n'y a plus de plaques à poser. Nous avons pu voir des gens qui venaient même s'agenouiller et prier, des gens qui pleuraient en posant leurs plaques. Et parmi ces gens-là, il y avait bien sûr beaucoup de Niçois, mais également des touristes que nous avons rencontrés ce matin et qui nous ont dit qu'il était important pour eux de venir témoigner leur solidarité, même pendant leurs vacances, pour cet anniversaire. Merci beaucoup Sylvain, on vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale pour davantage de commentaires depuis Nice. Je me tourne à présent vers notre invité Sébastien Boussois. On parle d'un acte sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses. Le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. On n'a pas trouvé cependant de message d'allégeance du terroriste. En tout cas, ce qui marque, c'est cette date du 14 juillet, ces festivités familiales qui ont été endeuillées. Est-ce que ça veut dire qu'à présent, pour les années, les décennies à venir, le 14 juillet sera associé à ce deuil, à une certaine crainte? Est-ce que c'est ça que recherchent les terroristes ? Je crois que les terroristes et Daesh, ou en tout cas des personnages finalement isolés qui œuvreraient, et pour lequel, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, Daesh pourrait récupérer l'acte s'il est entre guillemets, permettez-moi l'expression, rentable, c'est-à-dire s'il y a évidemment un résultat qui est dramatique pour nous tous et qui nous touche directement au cœur. Je crois que le 14 juillet ou d'autres, malheureusement d'autres attentats qui sont tout aussi symboliques ou importants et qui dépassent évidemment largement le cadre de la France. On a entendu le gouverneur de Sousse tout à l'heure, ce symbole du terrorisme aveugle qui est revenu au cœur de chez nous. Évidemment, je crois qu'on devra malheureusement se préparer à, je dirais, évidemment, peut-être en vivre d'autres. Et ça, c'est un vrai problème. D'un autre côté, le 14 juillet est un événement fédérateur pour l'ensemble des Français. Et je pense que c'est peut-être là-dessus que l'on peut rebondir. Au-delà de la commémoration, pour lequel peut-être que, voilà, on peut aussi se poser des questions. Faire des commémorations, est-ce qu'on en fera tous les ans pour tous les attentats? C'est une vraie question. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que ces jeunes qui, à un moment, ont dévié, ont largement dérivé, une partie de ceux-là, puisque je travaille avec une organisation à Nice qui s'appelle Unimed et qui travaille sur la prévention de la radicalisation, à un moment loupé le coche du lien à la nation, du lien à la République, du lien au symbole. Et je crois que le président de la République, quand il a rappelé hier l'intérêt et l'importance, notamment du service militaire et tout ce que ça représente, je crois que la priorité à venir au-delà de la prévention de la radicalisation dans ce contexte-là et du sécuritaire, ce serait évidemment de permettre à nos jeunes de retrouver du lien, ce que disait Ernest Renan, ce lien artificiel qui nous unit nous tous et qui font que cela provoque une forme de vouloir vivre ensemble. Donc du coup, je crois qu'il sera évidemment important de trouver des outils pour stimuler la volonté et le souhait et l'appartenance à la République. Que finalement tous ces jeunes se sentent véritablement aussi protégés. Et ce n'est peut-être pas ce que certains ont le sentiment. Sur Nice, c'est un cas plus particulier puisqu'il était tunisien, mais en tout cas, dans les profils en général de ceux qui commettent des attentats, il y a une partie de ce type de profil à la dérive. Et pourtant, on voit malgré cette émotion à Nice, extrêmement palpable, les visages graves, on a vu plusieurs membres du gouvernement essuyer des larmes, on sent aussi cet élan de solidarité de la nation. Gauthier Rybinski, est-ce que finalement, ça ne va pas être un coup que vont se mettre les djihadistes dans le pied, en finalement recréant une solidarité qu'on a peut-être un peu oubliée par moment? C'est possible, mais plusieurs constats. D'abord, cette cérémonie est un peu une cérémonie de rattrapage, en ce sens que ce qui s'est passé à Nice a probablement eu moins d'écho en France que d'autres attentats qui s'étaient déroulés à Paris, qui avaient une signification politique sans doute beaucoup plus forte. Là, à Nice, on a assisté effectivement à un massacre qui est d'autant plus douloureux pour les victimes qu'il n'a pas de sens en apparence. Et s'il n'a pas de sens, c'est parce que, bien sûr, on se pose des questions, comme vous le disiez justement, sur la personnalité, sur qui est le tueur, pourquoi on en arrive là. Parce qu'on se pose des questions aussi sur la nature du dispositif de sécurité. 3 jours avant, à Nice, il y avait l'Euro de football avec
un dispositif beaucoup plus impressionnant. Pourquoi a-t-il été restreint à l'occasion des fêtes du 14 juillet? Mais surtout, la question qui fait sens quand on demande aux personnes touchées par ces morts pourquoi il leur faut absolument une raison. Il leur faut une raison parce que pour pouvoir surmonter un deuil, il n'y a rien de plus à faire que de trouver des explications. Et l'explication qui est, à mon sens, pour l'instant, tabou en France, même si on essaye, le discours d'Emmanuel Macron au Congrès l'autre jour a essayé de le préciser, sur ce que vous disiez à l'instant, sur quand vous citez Ernest Renan et sur ce que peut être un État-nation. Ernest Renan dit aussi c'est un plébiscite renouvelé chaque jour, c'est-à-dire qu'on se met d'accord au fond pour vivre ensemble, même s'il y a quantité de choses sur lesquelles on n'est pas en accord. Et là, il faut bien reconnaître que si l'on veut combattre le terrorisme, il y a cet aspect militaire que nous vivons en ce moment en Syrie, en Irak, qui est une manière d'éradiquer, oui, parce que la défaite militaire complète est une façon de secouer les âmes. Mais on ne fera pas l'économie de la question de savoir pourquoi, justement, un certain nombre de personnes qui, pour certaines, c'est pas le cas de Mohamed Boulel, qui lui était arrivé en 2004 de Tunisie, mais pour certains qui ont grandi en France, qui sont nés en France, passent à ce point, de l'autre côté du miroir, au point que le langage, justement, qui pourrait être le langage commun d'une vie en société, à partir d'un certain moment, ne signifie plus rien pour ces gens-là. Ça n'est pas les excuser que de dire ça. Ça n'est pas justifier l'acte. C'est de dire la constatation d'une fracture telle au sein d'une société ne peut pas être passée sous silence, sous peine de ne pas se donner les moyens de combattre le terrorisme. Et l'exigence aujourd'hui des Niçois et des proches des victimes, c'est une exigence justement de vérité et de compréhension, à la fois pour faire le deuil personnel quand on a perdu quelqu'un qu'on aime, et à la fois aussi pour tirer les leçons de cet attentat et de savoir ce qu'il convient de faire par la suite, et ce dont vous parliez fort bien à l'instant. On voit ce cœur qui se constitue avec le nom des 86 victimes apposées, 86 personnes qui ont trouvé la mort sur la promenade des Anglais il y a un an, et puis également 450 blessés. Ce sont pour les personnes qui ont souffert dans leur chair. Il y a aussi ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont tout simplement traumatisés et qui sont également très nombreux. 58 ans. Marie-Pierre Vial, née Gasque, 56 ans. Ami Vimal de Murs, 12 ans et demi. Jacqueline Wurtlin, 64 ans. Patricia Zanon, 62 ans.
Voilà, cette fresque terminée maintenant avec les 86 noms des personnes décédées il y a un an sur la promenade des Anglais. Gauthier Rybinski, vous évoquiez à l'instant cette espèce de rupture entre les personnes qui commettent ces attaques et la nation, la société en général. Est-ce que ça veut dire que cette place est occupée? Ah, on s'interrompt pour cette minute de silence en hommage aux victimes. Voilà pour cette minute de silence qui a lieu en ce moment même à Nice, en hommage aux 86 victimes tuées il y a un an par un camion fou sur la promenade des Anglais. On parlait donc il y a quelques instants de ces personnes en rupture avec la société, avec la nation et qui commettent des actes extrêmement violents. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, Sébastien Boussois, dans une certaine mesure, que cette place laissée vide par la nation dans l'esprit, le cœur de ces personnes, elle est remplie d'une manière ou d'une autre par l'idéologie djihadiste, par des groupes comme le groupe État islamique? Je dirais encore une fois, en séparant, il y a un certain nombre de profils qui peuvent effectivement rentrer dans cette case-là. Il faut toujours séparer sur la sociologie, notamment des profils de djihadistes. Il y en a qui sont tout à fait diplômés, qui ont un boulot, qui ont une famille, qui ont des enfants. Et là, c'est le plus compliqué dans la chaîne d'analyse et de compréhension, de savoir pourquoi ces gens-là ont dévié. Par contre, pour les autres, effectivement, ce sont des profils qui, à un moment ou à un autre, vont être en perte de repères, en perte d'identité et vont être captés par une idéologie. Et c'est là le grand drame pour nous, c'est que Daesh n'est pas juste un territoire délocalisé, n'est pas juste un territoire dont les armes et la violence vont être importées au sein même de nos sociétés. Le problème, c'est que c'est une idéologie qui est internationalisée et qui va se décupler. Aujourd'hui, Daesh est en situation de grande difficulté. Nous avons des franchises qui se développent en Indonésie, dans les Philippines, en Afrique centrale et aux ports de l'Europe, y compris au sein même des Balkans, dans les frontières de l'Europe terrestre. Donc je crois que, comme disait l'autre, une idéologie ne meurt jamais. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que Daesh a réussi un coup, je dirais, de génie parmi tant d'autres, c'est de faire croire en ces jeunes que finalement, parce qu'ils n'ont pas trouvé un sens à leur vie, ils vont trouver un sens à leur mort. Et le plus grand problème, c'est de comprendre pourquoi ces jeunes qui pourraient juste sauter du 2e étage de la Tour Eiffel ou d'un pont, pourquoi ils s'en prennent à une société. Pourquoi est-ce que cette violence n'est pas uniquement une violence contre soi, mais une violence contre les autres. Et ça, il y a encore évidemment beaucoup d'inconnus là-dessus. Et puis à Nice, en ce moment, l'association des victimes du 14 juillet est en train de s'exprimer. Riaient encore, rêvaient d'un monde aussi juste que leur joie simple. L'horreur avait pourtant tranché pour eux, au mépris des étoiles que l'on voit depuis tous les continents lorsqu'on lève un peu les yeux. Un camion a foncé dans la foule et a déchiré la France. L'onde de la mort fut terrible, de quoi faire taire son propre écho. Nous ne trouverons jamais les mots. 86 anges se sont envolés trop vite, en plongeant la ville dans un silence figé, jusqu'au creux des vagues de sa mer noircie. Ce silence, nous l'entendons encore.
Que verront les étoiles au-dessus de nos têtes ce soir? Une soirée d'été au cours de laquelle des gens se rassemblent en nombre. Une fête nationale par laquelle on pleure la diversité de ces morts, l'infinité de ces victimes. Cette fois-ci, les personnes présentes auront du mal à rire et encore plus de mal à rêver. Elles marcheront cependant dans la même direction, sur la promenade de ceux qui ont perdu la vie. L'an dernier, elles ont vu par où le ciel s'était obscurci. Et elles ne sont pas dupes. Les dieux des uns et les étoiles des autres n'ont rien à voir là-dedans. Seule la folie des hommes est à blâmer, enrôlée par des foyers de haine stériles. Elles ont aussi vu d'où pouvait venir la lumière qui dissout les ténèbres dès qu'elle saisit le courage et le cœur des hommes. Elle n'a jamais changé de forme, mais il est bon d'en rappeler la teneur dans les temps troublés. La lumière provient toujours d'un dialogue franc où l'on parle quand il faut parler, où l'on écoute, où l'on pardonne et où l'on hausse le ton parfois. Elle s'appuie toujours sur une mémoire assumée grâce à laquelle on retrouve les traces de nos vies communes. Elle éclaire enfin un espoir éternel, celui dans lequel brille l'essentiel des gens qui se rassemblent, des enfants qui grandissent et le bruit tranquille des vagues. Est-ce de la même lumière que sont faites les étoiles? Osons le croire. Les 86 anges qui scintillent ce soir sont là pour en témoigner. C'était un texte lu par Pauline Muris de l'association Promenade des Anges, l'association des victimes et des proches des victimes de ce massacre de l'année dernière, le 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice. On attend à présent l'allocution de Christian Estrosi, le maire de Nice. C'était il y a un an, jour pour jour. La France était frappée en plein cœur par la barbarie, ici, à Nice. Nice, notre ville. Nice aux confins de la Méditerranée. Nice, où il fait bon vivre. Nice, ville du soleil. Nice, ville du bonheur. Et soudain, le malheur s'est abattu sur nous, tous unis sous une même bannière, celle de la République, pour fêter notre 14 juillet. Et sur ce lieu magique auprès du monde entier, notre promenade des Anglais, celle où tous les Niçois, depuis l'enfance, se ressourcent, font leurs premiers pas, et où ils s'émerveillent de la beauté de la baie des Anges. En ce jour de fête nationale, sur ce rivage créé pour le bonheur, Nice a partagé avec toute la nation une nouvelle page tragique de l'histoire de France. 86 innocents, des femmes, des hommes, des enfants, de tous âges, de toute confession,
des Français et des étrangers ont été assassinés par un homme qui, au nom d'une idéologie, nie toute l'humanité. C'est ainsi qu'a été assassinée la vie. C'est ainsi que la promenade des Anglais s'est tue, ensevelie sous un silence que personne ne pourra jamais oublier. Avec tous ceux qui étaient là, nous n'oublierons rien de cette monstrueuse tragédie qui restera jamais enfouie dans ma mémoire. Mais ce que vous, les familles, avez vécu ce soir-là est indicible, est innommable, est inimaginable. Ni le temps, ni les témoignages d'affection n'effaceront votre douleur. Heureusement, il y a ces héros anonymes qui ont accompagné les victimes avec tant de courage, tant de compassion, tant d'efficacité, tant de bienveillance, rendant leur hommage et qu'ils en soient remerciés. Merci également à tous les membres des services, des institutions ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont œuvré pour sauver des vies ou venir en aide aux blessés. Ce sont des héros, nous sommes fiers d'eux. Merci à toutes les personnalités qui nous ont témoigné leur soutien depuis ce jour du 14 juillet 2016, en toutes circonstances. Merci à vous, représentants d'Abidjan, qui célébrerait dans quelques jours de cela la francophonie au cœur de l'Afrique. Merci aujourd'hui à notre ville jumelle de Sousse, où nous avons pleuré avec vous les morts de cet attentat terrible de 2015. Merci au pape François de nous avoir reçus si fraternellement, sans distinction aucune, à l'image de cette merveilleuse cérémonie œcuménique que nous avons partagée tous ensemble ce matin. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont présents parmi nous ce soir. Permettez-moi de citer Son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, Messieurs les Présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Merci tout particulièrement à vous, Monsieur le Président de la République. Nice n'oubliera jamais l'honneur que vous lui faites par votre présence. Ce matin, Nice à la belle, notre hymne a résonné devant la nation tout entière à votre initiative, sur les Champs-Élysées. Ce geste, comme vos propos, nous sont allés droit au cœur, à nous Niçois comme à toutes les familles. Ne l'oublions pas, cette journée de recueillement et d'hommage est la leur. Nous sommes tous réunis ici pour leur dire que nous sommes à leur côté, aujourd'hui et demain. Vous avez forgé notre admiration par votre dignité, par votre courage, qui ont jalonné ces 12 derniers mois. Nous ne vous abandonnerons jamais. Au moment où nous pleurons vos disparus, au moment où nous pleurons vos blessés, vous êtes tout simplement notre espoir, l'espoir de tout un peuple. Voilà pour cette allocution de Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Nice. Ça va être dans quelques instants le tour d'Emmanuel Macron de prendre la parole. Emmanuel Macron, le président de la République, qui était ce matin sur les Champs-Élysées en compagnie de Donald Trump pour les festivités du 14 juillet et qui s'est rendu bien sûr ce soir, cet après-midi à Nice pour rendre hommage aux victimes de l'attaque du 14 juillet 2016. Messieurs les présidents de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Nice, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Prince Albert de Monaco, Messieurs les préfets, Madame la Présidente et chers membres de l'association Promenade des Anges, chères victimes, chères familles de victimes, Mesdames et Messieurs, chaque Français se souvient d'où il était le 14 juillet 2016. Chacun a ressenti dans sa chair l'immense violence qui, ce soir-là, s'est abattue sur vous. Quelques instants après 22h30, un peu plus de 4 minutes, plus de 30 000 personnes dans les rues, et en un instant à peine, 86 morts, plus de 460 blessés et encore à venir et à reconnaître. Le 15 juillet, la France s'est réveillée, sidérée et meurtrie. Nos regards se sont portés sur les victimes, sur ces vies fauchées, ces bonheurs brisés. Et puis, nos regards se sont portés sur vous, les familles, les victimes, les survivants. Alors la France s'est mise à l'unisson de votre douleur. Nous avons oublié le nom de cet anonyme meurtrier, mais nous avons appris le nom des morts, de nos morts. Nous avons gravé dans notre mémoire le visage de ces êtres que vous aimiez plus que tout au monde. Et la nation, ce 15 juillet, fut saisie de ce vertige que donne la disparition brutale d'un proche. Ce furent des jours d'horreur et de deuil. Mais vous qui avez été attaqués, comme vous avez été héroïques, policiers, municipaux et nationaux, pompiers, services de secours, personnel de santé, médecins et soignants, bénévoles, services de la ville, de l'État, vous toutes et tous, anonymes, comme vous vous êtes battus. Vous qui traversiez le plus noir cauchemar, vous qui portiez le fardeau de l'effroi et des larmes, comme vous avez été forts. Vous qu'on avait voulu frapper au cœur, comme vous avez été dignes. Dans ce malheur incompréhensible et infini qui était le vôtre, c'est vous qui avez trouvé les mots qui consolent. C'est vous qui avez eu les gestes de fraternité, de solidarité, qui font que la vie, qui avait suspendu son souffle, a repris lentement. Alors le pays s'est remis en chemin. Voyant que votre souffrance ne vous détournait pas des valeurs qui nous sont chères, que l'humanité, grâce à vous, reprenait ses droits sur la barbarie, les Français ont chassé le doute qui les avait un instant saisis. Ils ont vu les familles s'épauler, les voisins se soutenir. Nous avons vu l'amitié et l'entraide relever ce que le deuil avait mis à genoux. Nous avons vu les liens puissants de la solidarité faire leur œuvre et nous avons vu la générosité des Niçois avec ceux qui, touristes, étrangers, étaient perdus ici, ne savaient plus à qui se confier. C'est vous, peuple de Nice, qui avez à la France entière rendu cette force profonde que l'attentat du 14 juillet avait mise à sérieuse épreuve par votre énergie,
votre refus de vous laisser dompter par la peur et la violence, vous avez permis que la nation redresse la tête. De cela, je veux aujourd'hui vous remercier. Je ne tairai pas ici ce soir les reproches qui se sont faits jour après l'attaque. La colère de beaucoup s'est concentrée sur la puissance publique. Et j'ose vous le dire, comme chef de l'État, je comprends cette colère. Lorsque l'impensable se produit et déchire nos vies, on en cherche les causes. Et l'État, alors, doit regarder ses responsabilités en face. Et si la République était frappée de surdité quand ses fils et ses filles lui crient leur douleur et leur indignation, elle ne serait pas la République, mais un régime fragile, à bout de souffle. Mais je veux vous dire aussi, je connais les dirigeants politiques qui alors ont pris en charge la situation. Je sais leur intégrité et leur humanité. Le président François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et avec eux tous les services de l'État ont inlassablement combattu le terrorisme. J'ai vu leur succès, ces attentats déjoués, ces terroristes arrêtés avant le passage à l'acte. Et j'ai vu, le 14 juillet 2016, leur sidération et leur consternation. Mais dans cette secousse profonde qui a ébranlé ce que nous faisons, ce que nous croyons, comment trouver les mots qui réconfortent? Comment convaincre que l'on a fait tout ce qui était en son pouvoir? C'est un exercice presque impossible. Parce que ces noms que nous venons d'entendre, vous en connaissiez les visages, les voix, les rires, les présences. Alors oui, il faut affronter la rage qui se libère et s'exprime. C'est celle dont parle un ancien élève du lycée Masséna. « Oh, mon cœur étonné, triste jusqu'à la mort, j'ai promené ma rage en ces jours blancs et froids. » Cet élève de Nice, c'était Guillaume Apollinaire. Et cette rage, je le sais, beaucoup d'entre vous la portent encore au creux de l'estomac. La douleur a fissuré la confiance indispensable qui doit régner entre la République et les citoyens. Mais c'est justement en ces moments que nous pouvons vérifier la force de nos liens. Et je vous le dis ce soir, ces liens sont indestructibles. Tout sera fait pour que la République, l'État, la puissance publique regagne votre confiance, pour que cette épreuve inconcevable, loin de nous diviser, nous rassemble. Je l'ai promis à votre maire, Christian Estrosi, qui s'est tant mobilisé pour que l'État agisse. Mobilisé comme maire, mobilisé comme fils passionné de cette ville de Nice. Je lui ai promis, c'est le rassemblement complet auquel nous arriverons. Et le visage que vous montrez aujourd'hui, c'est celui d'une France réconciliée, d'une France qui a souffert, qui a été attaquée, qui a peut-être un moment douté, dont je ne sais que trop la rage et la douleur, mais qui est là, rassemblée. L'État ne vous abandonnera jamais, pas plus qu'il n'abandonnera la recherche de la vérité, le châtiment des coupables, mais aussi le soutien humain, juridique, financier qu'il doit aux victimes. L'État ne se soustraira ni à son devoir de clarté, ni à son devoir de compassion. L'exemple de dignité et de courage que vous avez donné
ne peut pas, ne doit pas se heurter à la froideur bureaucratique. C'est pourquoi je sais le travail qui a été fait durant les 2 dernières années pour reconnaître les situations des victimes, le droit des victimes. Tout sera maintenu. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que tous les ministères concernés s'engagent aux côtés des victimes, sous la responsabilité d'une personnalité d'expérience qui pour vous sera gage d'écoute et d'efficacité. Et je le sais, c'est d'une aide juridique, concrète, administrative, mais aussi d'une aide pour la santé, le transport, les enfants, la vie administrative et le quotidien dont vous avez besoin. C'est cela, ce qui sera assuré pour vous. Je m'en porte ici garant. C'est pour vous témoigner cette détermination pleine et entière à vous accompagner qu'à l'invitation de votre mère, j'ai voulu être auprès de vous ce soir. C'est pour cela aussi que j'ai souhaité décorer les agents de la police nationale qui ont arrêté le cours de ce camion semeur de morts, mais aussi celles et ceux qui ont soigné les victimes avec un dévouement infini, mais aussi votre police municipale, mais aussi ces anonymes héroïques que vous avez acclamés il y a quelques instants. La puissance publique, c'est cette somme de femmes et d'hommes qui consacrent leur vie à protéger, à secourir. C'est leur métier. Mais il est des circonstances où l'engagement humain dépasse l'engagement professionnel. Et le 14 juillet 2016, ils furent le visage de cette France qui, ce soir, se tient à vos côtés. C'est enfin pour cela que nos armées, nos forces de police et de gendarmerie, mais aussi nos sapeurs-pompiers, les personnels hospitaliers sont largement représentés ici. D'abord parce qu'ils incarnent la nation, mais aussi parce qu'ils sont en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme. Je vous le dis, au-delà de ce moment de deuil et d'émotion que nous partageons ce soir, ce que je vous dois, ce que nous vous devons, c'est de poursuivre inlassablement cette lutte contre le terrorisme. Ce que veulent nos assaillants, c'est simplement nous voir pleurer. Et vous avez répondu par votre dignité. Nous répondrons par la lutte sans merci, à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières, contre le terrorisme, partout, en nous organisant, en continuant à agir, en continuant à prendre les dispositions nécessaires pour affronter la menace, mais en préservant aussi nos valeurs, notre état de droit, l'amour de la liberté et le souvenir de ces visages qui, ce soir du 14 juillet, aimaient la liberté furieusement. Nous devons à nos morts ce combat sans merci. Ce conducteur de camion, dont je ne rappellerai jamais le nom, était le fruit de ce terrorisme qui s'infiltre insidieusement dans les esprits et en arracher la racine est vitale. C'est pourquoi notre combat, c'est aussi un combat de chaque jour, inlassable, discret, dont vous avez chacune et chacun une part de la charge. C'est le combat de la culture, de l'intelligence, de l'école, pour prémunir les esprits et la tentation de l'obscurantisme. C'est le combat pour redonner le sel de ce qui nous tient, de l'union même de la nation, de ce qui fait notre devise. C'est le combat économique et social pour que le fanatisme ne puisse plus croître sur le terreau de la misère et du déclassement. C'est un combat moral de civilisation que nous menons. La mort abominable des vôtres doit nous renforcer
dans la certitude qu'il faut livrer ce combat sans aucune complaisance. Car Nice, cette ville ancrée dans la Méditerranée millénaire, ce carrefour de langues et de cultures, cette ville d'art, d'écrivains, cette ville de beauté, a montré par la réaction de ses citoyens ce que peut la civilisation contre la barbarie. C'est cela votre exemple. Ce soir-là à Nice, il y avait le monde entier. Parce que l'histoire de Nice, c'est le monde entier. C'est cette ouverture, c'est cette ville triomphante de la Méditerranée qui a toujours regardé, porté fier nos couleurs et accueilli. Et c'est pourquoi ce combat qui est le nôtre ne sera jamais un combat de la fermeture, du repli, de la bêtise, un combat qui nous fera oublier d'où nous venons et ce qui nous tient. Et votre dignité, mesdames et messieurs, votre dignité a rendu cela possible. Le 14 juillet à Nice était un des plus beaux de France. Un des plus beaux. Le reflet du feu d'artifice sur la mer d'huile de la baie des Anges, les familles se côtoyant joyeusement sur la promenade des Anglais, la douceur des nuits d'été, tout cela lui donnait un moment de grâce particulière, connu de tous. Le 14 juillet niçois ne sera plus jamais le même. Et il ne sera plus jamais tout à fait le même en France. S'y mêlera toujours cette amertume du souvenir des victimes, de toute cette douleur si soudaine, si vive. Mais ne cherchons pas à chasser cette amertume, ne la cachons pas. Gardons-la au contraire en nous, comme une trace où s'accroche notre mémoire, une trace ineffaçable qui donne sens à nos combats, une morsure, celle du destin, qui doit nous rappeler à chaque instant que nous sommes debout. Pour cela, pour eux, vos morts sont devenus nos morts. Et nous nous battrons pour eux autant que nous les pleurerons. Nous tirerons de la force de lutter pour nos valeurs. Ils seront cette lumière qui refuse la victoire des ténèbres. Mesdames et messieurs, le 14 juillet 1789 fut pour la France un jour de combat pour la liberté. Et peu à peu, il était devenu un jour de fête. Et nous avions presque oublié le sel de ce combat. Le 14 juillet 2016 nous a rappelé brutalement le prix de cette liberté. Nous n'avons pas choisi de payer ce prix si élevé, si amer, mais nous l'avons payé. Vous l'avez payé. Cette liberté, nous savons désormais ce qu'elle coûte. Vous le savez dans votre chair, dans vos vies. Et nous savons ce que nos ennemis sont prêts à faire pour nous en priver. Alors ce soir, grâce à vous, la France est encore un pays où la liberté prévaut. Et ce soir, mesdames et messieurs, à Nice, grâce à vous, cette formule consacrée, tant de fois entendue, je vous la dis avec le sentiment d'une dette et d'une gravité toute particulière. Vive la République et vive la France. Voilà pour cette allocution du chef de l'État Emmanuel Macron, un discours long, beaucoup de compassion, beaucoup de dignité, d'hommage à ces victimes et puis également une forme de reconnaissance des erreurs de l'État, de ses manquements
également la définition de ce que le chef de l'État entend faire pour lutter contre l'obscurantisme, les combats contre l'intelligence, pour éviter que le fanatisme et le fondamentalisme ne se développent, dit-il, sur le terreau de la misère et du déclassement social. Voilà quelques-uns des mots qu'il a prononcés. Également ce retour sur la signification du 14 juillet avec le rappel du sens du 14 juillet 1789 qui était un combat pour la liberté devenu un jour de fête et qui redevient avec ces cérémonies, avec ce nouveau sens donné par cet hommage. La traditionnelle marseillaise qu'on chante évidemment à tous les 14 juillet pour la fête nationale française, qui cette fois a une résonance particulière, chantée par des chœurs à Nice, place Masséna, en hommage aux 86 victimes décédées il y a un an exactement après cette attaque sur la promenade des Anglais. On va d'ailleurs retrouver à Nice notre envoyé spécial Karim Akiki. Bonjour Karim. Parmi les mots prononcés à l'instant par le chef de l'État, cette façon de reconnaître qu'il y a eu des manquements de la part de l'État, que la nation aurait dû être plus présente auprès de Nice et des victimes de Nice. Oui, vous avez raison, absolument. Le chef de l'État est revenu longuement sur cette reconnaissance de l'État. Et pour quelle raison? Eh bien parce que je me trouvais là, moi, il y a un an, le 15 juillet 2016, et j'ai vu ce qui s'est passé ici à Nice le lendemain des attentats. Les Niçois étaient remontés, ils ont sifflé tous les hommes politiques qui sont passés là. Emmanuel Macron a rappelé que le président Hollande, que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, était ici présent. Je peux vous dire qu'ils ont été sifflés. La minute de silence n'a pas été respectée. Il y a également une deuxième chose que Emmanuel Macron, le président de la République, a insisté lors de son discours, c'est l'indemnisation des victimes. Je peux vous dire que j'ai pu m'entretenir avec les présidents d'associations. Les associations de victimes sont entre phobie, douleur et l'oubli. Phobie et douleur parce qu'ils s'en remettent toujours pas. Ils ont été reçus il y a une dizaine de jours par un juge d'instruction à Paris qui leur a fait le déroulé de l'enquête pendant plus de 2 heures, un déroulé technique mais sur le volet terroriste. Ce que veulent savoir, d'après ce que me disent les associations de victimes, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un camion puisse être sur cette promenade des Anglais. À cette question, l'enquête n'a toujours pas répondu. Et puis une deuxième question que se posent les familles des victimes, c'est le rythme des indemnisations. Ils subissent un long parcours du combattant pour d'abord se faire reconnaître en tant que victime et ensuite commence également le parcours administratif sinueux pour se faire indemniser. La plupart des victimes du 14 juillet 2016 ne sont pas encore indemnisées. Certaines même viennent à peine de conclure leur dossier. Et puis, d'après l'un des présidents des associations de parents de victimes des attentats, il regrette la suppression du secrétariat d'État aux victimes. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé entre les lignes en disant que ce sera
tous les ministères qui vont s'en occuper. C'est ce que ne veulent absolument pas les associations de victimes. Ils avaient un interlocuteur qui les écoutait, qui pouvait centraliser toutes les demandes à la fois administratives, mais les prises en charge également psychologiques. Pour l'instant, un an après l'attentat qui a eu le 14 juillet 2016, les associations de victimes ne sont toujours pas satisfaites des réponses de l'État, qu'elles trouvent à la fois très longues et très compliquées. Alors ça, c'est pour bien sûr les aspects les plus négatifs. Il y a tout de même quelque chose de positif qui a été souligné par le chef de l'État, c'est cet terrorisme dont ont fait preuve les services de l'État, les services de secours, les services municipaux, et puis ces anonymes qui ont prêté main forte aux victimes. Il y en a un certain nombre qui sont décorés aujourd'hui de l'ordre de la Légion d'honneur. Oui, ils ont été mis à l'honneur par cette cérémonie. Dans cette cérémonie d'hommage, ils étaient en première ligne. Au moment de l'attaque de ce camion, le président de la République a tenu à les honorer individuellement. Une longue cérémonie de remise de médailles a été organisée. On voyait les visages très émus. Le président de la République qui s'avançait vers chacun pour leur remettre soit leur médaille du mérite, soit la médaille de la Légion d'honneur. C'était important pour eux car ils sont intervenus dès les premiers moments, dès les premiers instants de l'attaque. Et puis, il y a eu également une décoration plus globale sur les institutions comme les secours, les pompiers qui ont été décorés de façon, j'allais dire, symbolique. Le président de la République a tenu également dans son discours, il est revenu dans ses discours pour mettre des mots, ou en tout cas des visages, sur ces héros qui sont intervenus très vite, qui ont fait leur travail, mais qui ont fait plus que leur travail durant les 3 jours qui ont suivi cette attaque meurtrière du 14 juillet 2016. Merci beaucoup Karim. Gauthier, dans ce discours du chef de l'État, un vrai mea culpa d'Emmanuel Macron sur la faute de l'État, ce qui aurait pu être fait pour prévenir cette attaque, et également le fait que l'État n'a pas forcément été réceptif à la douleur des Niçois. Oui, même si on peut difficilement imaginer qu'un dispositif quel qu'il soit aurait empêché cette épouvante. Là où il y a évidemment un aveu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'importance que certains attentats ont pris en France de par presque, il faut l'avouer, cette espèce de centralisme qui est non seulement politique en France avec Paris, mais qui est aussi culturel et parfois émotionnel, et qui conduit à avoir apprécié à sa juste valeur les attentats qui avaient frappé Paris, ceux de Charlie Hebdo, ceux du Bataclan, et peut-être, malheureusement, il faut bien le dire, un peu moins apprécié celui de Nice. Donc là, il y a quelque chose, bien sûr, à rattraper. Et puis, il y a ce à quoi nous faisions allusion tout à l'heure, sur la question générale du terrorisme endogène. Et là, c'est important de le marquer parce que vous vous souvenez que pendant longtemps, on a répété dans les milieux politiques que tout ce qui considérait à aborder cette question-là, cet aspect du problème, était une façon d'excuser. Souvenez-vous de Manuel Valls, quand il était Premier ministre, qui avait dit « il y a des territoires en France qui sont des territoires d'apartheid social ». Mal lui en avait pris, puisque 3 jours après, il s'était rétracté en disant « oui, mais dire ça, c'est comme si on excusait ». Non, simplement... Remarquons une chose, c'est que vous avez, et ça c'est le propre de l'existence humaine, vous avez à la fois des choses qui vous déterminent parce que vous vivez quelque chose de précis, socialement, économiquement, culturellement, et qui vous déterminent. Et puis, parfois, il y a aussi, heureusement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas excuser les assassins, les meurtriers, il y a cette part d'autonomie aussi de l'être humain, qui fait que même celui qui tient la hache de Daesh au Moyen-Orient a toujours la possibilité, au dernier moment, de dire non, je ne vais pas trancher la tête de celui qui était à mes genoux. De la même manière, celui qui conduit le camion le 14 juillet 2016, il avait la possibilité de dire je vais échapper à cette contrainte que je me suis fixé d'ailleurs peut-être, en l'occurrence, qu'il s'est fixé lui-même. Je peux échapper à cela. Reconnaître ça, reconnaître cette part nécessaire d'autonomie, et heureusement qu'elle est là, ne conduit pas forcément, et il faut être capable, dans un discours politique adulte, d'encadrer les deux. Il faut être capable de reconnaître que des déterminismes sociaux aboutissent à
non pas automatiquement au passage à l'acte, mais à la multiplication du risque du passage à l'acte. Et c'est ça qu'essaye, à mon sens, de souligner le président de la République, qui a énormément, c'est une chose qui a énormément de mal à passer dans la société française, où on dit on ne peut pas excuser. Encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser les auteurs, les assassins, les tueurs, mais, je le répète une dernière fois, se donner les moyens de combattre ce terrorisme qui est multiforme, protéiforme, avec des prétextes parfois politiques, avec parfois des réalités politiques. Le combattre vraiment, c'est prendre en compte l'ensemble des facteurs dont on vient de parler, et c'est à ce prix-là qu'il devient potentiellement susceptible d'être vaincu. Dans quelle échéance, mon Dieu, c'est difficile à dire. Mais au moins, on se donne à travers ça l'espoir de le combattre, et non pas, et ce qui est probablement le plus, j'en terminerai là, le plus dramatique pour ceux qui ont vécu ce genre de choses dans leur chair, c'est de se dire où cela va s'arrêter. C'est Nice, il y a 1 an, ça a été le Bataclan, ça a été d'autres attentats cette année, en France, en Allemagne, en Angleterre, Manchester. Où cela va s'arrêter? Tant qu'on ne prend pas l'ensemble du taureau par les cornes, on peut toujours continuer à désespérer sur ce qu'il va advenir de cette situation intenable. En tout cas, Emmanuel Macron a évoqué un certain nombre de dossiers, de pistes pour essayer de combattre le fanatisme grandissant. Il a parlé de l'école, bien sûr. Il a parlé de la construction économique et sociale pour éviter que la pauvreté ne fasse le jeu de la misère et du déclassement, et par ce fait, de cette manière, de l'obscurantisme. Il a aussi évoqué toutes ces personnes qui avaient agi. Il a parlé aussi du poids, de la puissance de la nation. Alors que justement, on évoquait à l'instant cette dichotomie entre l'importance accordée aux attentats parisiens par rapport aux attentats en province, pour dire, comme on utilise cette expression beaucoup en France. D'ailleurs, on va retrouver Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial à Nice. Sylvain, quelles ont été les réactions après les discours qu'on a entendus, en particulier celui du chef de l'État ? Bah écoutez, Karim Akiki l'a très bien dit il y a quelques minutes, il y avait au moment où nous étions là l'année dernière énormément de colère de la part des Niçois, mais de colère vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de tout ce sur quoi ils pouvaient exorciser en quelque sorte leur colère. Aujourd'hui, cette colère n'a pas complètement disparu, elle est simplement devenue une colère un peu plus froide, elle a été digérée si on peut dire, mais les mots très apaisants d'Emmanuel Macron et justement ce retour sur la responsabilité de l'État a probablement fait beaucoup de bien aux Niçois qui avaient besoin d'entendre ça. Après, effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est cet éclatement des responsabilités dans différents ministères qui continue à poser un problème aux familles des victimes. Merci beaucoup Sylvain. On clôt pour quelques instants seulement cette page d'actualité avec ces hommages à Nice rendus aux victimes du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. On se retrouve dans quelques instants sur France 24 pour la suite de l'actualité.